Gardien de la chaîne Crips McPasta. Être gardien de prison, ce n'est pas facile. Il faut maintenir le contrôle de la routine, le contrôle de personnes imprévisibles, le contrôle de soi-même. Dans une prison normale, il y a déjà tellement de facteurs à prendre en compte, les affiliations à des gangs, la contrebande, les bagarres et parfois les tentatives d'évasion. Beaucoup pensent que ce métier repose sur la force, sur le contrôle par la puissance brute. Et oui, peut-être que dans certaines prisons ça peut marcher, mais pas ici. Je travaille dans une prison au-dessus d'une prison normale. Un endroit où l'on envoie des choses qui ne peuvent aller nulle part ailleurs. Des choses qui ne sont pas censées exister. Certaines ont été humaines, et d'autres ne l'ont jamais été. Et pour certaines, personne ne sait vraiment ce qu'elles sont. Les scientifiques essaient de les étudier, l'administration essaye de les classer, mais au final on fait tous la même chose. On les enferme, et on espère que ça suffira. Mon travail, c'est de m'assurer que la voûte reste fermée, et je fais cela en suivant une routine stricte, en respectant les directives à la lettre. Quand on commence ici, il y a un détenu qui est assigné à chaque nouvelle recrue, le phaseur. En jetant un œil dans sa cellule, on voit un homme dans la quarantaine, parfaitement ordinaire. Mais régulièrement, il émet un éclair de lumière et disparaît pour réapparaître dans une autre section de sa cellule. Il a été arrêté pour avoir joué avec une technologie de téléportation, et vu que cette technologie n'est utilisée nulle part ailleurs dans cette installation, j'imagine qu'elle est encore loin d'être au point. Il est un rappel constant des conséquences de trop s'aventurer dans l'inconnu. Ce serait presque relaxant à observer, s'il n'y avait pas ces cris horribles pendant et après chaque clignement. Parfois, ce ne sont que des sanglots étouffés quand il est épuisé. Alors, ça devient supportable. D'autres fois, il a de la chance et ne cligne pas pendant plusieurs heures, voire toute une journée. Mais certains jours sont pires, des jours où ça ne veut pas s'arrêter. Avec son imprévisibilité et son instabilité, il lui arrive parfois de disparaître. La cellule vide déclenche une alerte si son absence dure trop longtemps, et quelqu'un est alors envoyé pour enquêter. Mais il ne quitte jamais vraiment la cellule. Pas une seule fois il ne s'est téléporté hors de cette pièce, encore moins hors du complexe. Quoi qu'ils aient mis dans les murs, ça fonctionne. Mais ce qui compte, c'est notre réaction. Quand j'ai été alerté, j'ai attendu à l'extérieur, observé, noté toute anomalie, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Mais certains nouveaux, trop zélés à l'intérieur, armés et prêts. Les plus chanceux reçoivent la frayeur de leur vie quand il réapparaît d'un coup dans un éclair, en les faisant sursauter. Où que le phaser aille, ce qu'il voit doit être atroce. J'aurais pu croire qu'il ne faisait que sauter dans le temps, apparaissant plus tard pour nous. Mais son regard, après un clignement prolongé, raconte 1000 histoires qu'il ne partagera jamais. Le pire, c'est quand un garde se trouve là où il réapparaît. Sans exception, le contact avec lui, même effleurer son bras au moment exact de son retour, se solde toujours de la même façon. Le garde explose en un nuage de brume rouge. Comme il est impossible d'envoyer une équipe de nettoyage dans sa cellule, c'est au phaseur de nettoyer. Avec du recul, tout cela semble être un test. Un test pour voir si un garde est prêt à affronter les bizarreries enfermées ici. Un test décisif pour les recrues. Être trop passif peut être fatal, trop proactif également. Et parfois même un juste milieu est dangereux. Chaque jour, on est jugé sur nos capacités à prendre des décisions en une fraction de seconde. Le phaser n'est qu'un des nombreux prisonniers, dangereux par circonstance. Un effet secondaire de s'être trop approché de ceux qui ne devaient pas être explorés, et qui en payent éternellement le prix. Cependant, certains prisonniers sont dangereux par choix. Dans la société, on entend parler de personnes qui repoussent les limites, des archers capables de fendre leurs propres flèches, des haltérophiles soulevant l'équivalent de véhicules. Mais imaginez quelqu'un qui irait encore plus loin. Le prisonnier X a tout un protocole.
Pour simplifier, il a transformé son corps en arme vivante. Chimique, biologique, technologique et mentale. Il a tout exploré dans les extrêmes pour devenir la personne la plus dangereuse sur Terre. Les scientifiques ont réussi à retirer une grande partie de ses armes internes, mais certaines modifications sont irréversibles. Sa peau est incassable, durcie par des moyens que les chercheurs n'ont pas encore compris, ce qui le rend insensible au taser et au feu, nos méthodes habituelles de neutralisation. Alors on doit régulièrement forer un petit trou dans son cou, ce qui n'est pas facile vu l'épaisseur de sa peau, pour lui poser un collier avec une seringue renforcée remplie de sédatifs puissants, capable d'endormir un éléphant. Et pourtant, il faut encore des hommes pour l'escorter. Dire qu'il est réfractaire à l'autorité serait un euphémisme. Une fois, il a tenté une évasion. Il a attendu le moment précis où sa peau était assez endurcie pour repousser l'aiguille. Il a esquivé l'injection, baissé la tête et foncé dans un mur pour en modifier l'angle. Il a fallu presque 3 escouades complètes pour l'arrêter, et il y a eu de nombreuses pertes. Et pourtant, même les bras éternellement liés restent capables de tuer de bien des manières. Heureusement, j'étais de l'autre côté du complexe ce jour-là, mais depuis sa sécurité a été renforcée et on fore son cou plus souvent. Heureusement, tous les prisonniers ne sont pas foncièrement mauvais. Certains sont ici simplement parce qu'ils ont vu trop grand. Un homme, par exemple, vit dans une cellule à sécurité minimale, avec quelques commodités, ce qui est déjà beaucoup comparé aux conditions de vie des autres. On l'appelle le bricoleur, parce que le surnom qu'il s'est donné lui-même, technomancien, était trop ridicule pour qu'on l'utilise. Au début, c'était une vraie plaie. Rien de trop menaçant, mais il bricolait tout ce qu'il pouvait. Les gardes retrouvaient leur radio disparue de leur ceinture pour ensuite entendre un étrange signal brouillait toutes les transmissions. Nos dispositifs de surveillance rencontraient des bugs bizarres jusqu'à ce qu'on découvre qu'un signal avait été envoyé pour les perturber. Les anomalies étaient quasi constantes. Certaines auraient pu avoir des conséquences catastrophiques, mais dès que ça touchait à la technologie, on savait tout de suite qui était le coupable. Souvent on fonçait à sa cellule, on le maîtrisait et on fouillait. Et à chaque fois on retrouvait un montage de fortune qu'il avait construit avec des morceaux de récup. On détruisait tout, tandis qu'il pouffait entre 2 grognements maintenus au sol par un garde. Mais quelque chose nous avait frappé. Quand il bidouillait ses appareils, il restait bien sagement dans sa cellule. Et ça, c'était une aubaine. Alors on a eu une idée. Périodiquement, on lui apportait une technologie cassée. Un ordinateur portable, une tablette, un téléphone. Évidemment, on retirait tout ce qui pouvait poser problème, les pièces permettant un accès à Internet ou tout simplement le processeur. On lui donnait l'appareil sous prétexte qu'on voulait le faire réparer, et lui bricolait dessus pendant des jours, parfois des semaines. Une fois terminé, on fouillait sa cellule pour récupérer les pièces qu'il aurait pu cacher et qu'on détruisait sans qu'il le sache. Un jour, on a redémarré un ordinateur qui nous avait réparé après y avoir remis le processeur et la batterie. Et c'était une machine complètement différente. Des fonctions qu'on ne pouvait même pas comprendre. Le fruit d'un esprit fou de technologie. Mais on a continué cette routine, parce que ça le contentait. Ce genre d'arrangement n'apparaît nulle part dans les rapports officiels. Les gardiens se débrouillent souvent par observation empirique, inventant des méthodes de fortune pour rendre nos vies plus faciles. Cependant, un garde n'a pas eu le mémo complet. Il voyait le bricoleur comme le gars qui répare les trucs, et il lui a apporté son téléphone qui ne s'allumait plus. Malgré le fait que l'installation soit enterrée profondément, protégée contre toute émission extérieure grâce à une technologie de brouillage avancée, en quelques heures, un code nucléaire a été transmis, et il a failli activer plusieurs missiles. Une alerte nucléaire a même été envoyée à Hawaï, ce qui officiellement a été rapporté comme une fausse alerte. Mais en réalité, nous étions à 2 doigts d'un désastre. Le garde a été rapidement écarté, et le bricoleur a été privé de technologie pendant des mois. Mais ça ne l'a pas rendu malheureux. Chaque fois qu'on allait le voir, il riait encore, repensant à ce qu'il avait fait. Ça l'a maintenu occupé jusqu'à ce qu'on l'autorise à nouveau à réparer des appareils, avec beaucoup plus de restrictions cette fois. Il y a un prisonnier, cela dit, pour lequel j'aime bien être de garde.
Il ne pose aucun problème, pas d'entretien, pas d'intervention. Il suffit de le réveiller, de noter les anomalies qui n'existent jamais. C'est parce qu'il est figé dans un état de stase perpétuelle. L'histoire raconte qu'un étrange signal a été détecté dans le sous-sol d'un immeuble résidentiel. Quand une équipe a été envoyée sur place, ils l'ont trouvé dans cet état, figé dans le temps. Autour de lui, une série de machines étranges, des ordinateurs reliés dans une configuration complexe et un appareil massif en grande partie détruit. Impossible de l'interroger ou d'en tirer quoi que ce soit. L'enquête s'est donc concentrée sur la reconstitution de ce qui s'était passé. Et ce qu'ils ont découvert est l'un des récits les plus étranges que j'ai jamais entendus. Grâce aux journaux de son ordinateur, ils ont découvert qu'il avait trouvé le tout premier moyen fonctionnel de voyager dans le temps. Illégal au plus haut point. Nous avons plusieurs détenus ici pour avoir ne serait-ce que tenté d'entamer ce genre de projet. Mais lui aurait réussi. Il aurait percé le code et construit la machine hasardeuse dont les morceaux l'entouraient encore. Mais c'est ce qu'il a fait de cette machine qui est le plus fou. Il ne l'a pas utilisée pour devenir riche, corriger une erreur de sa vie ou changer le cours de l'histoire, rencontrer une figure historique ou même voir les dinosaures. Non. Il est retourné dans le passé pour tuer son propre grand-père. Ce type était obsédé par le paradoxe du grand-père. Il est étrange de voir à quel point le génie peut côtoyer la folie la plus pure. On sait tout cela grâce aux journaux de son ordinateur. Il y détaillait son plan et la cible, un certain Charles Vernon. On a consulté les archives. Charles Vernon est bien mort à la fin des années 40. Aucune trace d'enfant. Ce qui veut dire que s'il était réellement son grand-père, alors il l'a bel et bien tué et empêché un de ses parents de naître, faisant de lui un paradoxe. Et pourtant, il n'a pas disparu. Malgré tout ce qu'on a pu trouver, il reste encore tellement de zones d'ombre. On ignore si l'état dans lequel il se trouve est causé par le paradoxe, un effet secondaire du voyage dans le temps ou une conséquence volontaire après avoir obtenu les réponses qu'il cherchait. On ne sait pas non plus ce qu'est devenu la machine. Était-ce un appareil à usage unique? Ou bien a-t-il détruite délibérément pour qu'elle ne soit jamais utilisée à nouveau? Quoi qu'il en soit, on travaille d'arrache-pied pour le libérer. Il a beaucoup étudié et des tests sont constamment menés pour savoir s'il est possible d'inverser son état. Car dans tous les journaux, rien n'indique comment il a construit la machine. Les scientifiques espèrent le décongeler, lui arracher cette information d'une manière ou d'une autre. La science me dépasse. Mais parfois, j'imagine ce qui aurait pu être fait si quelqu'un avait réellement remonté le temps avec de grandes ambitions. Et puis je pense à l'inverse, à quelqu'un remontant le temps avec de mauvaises intentions. Et peut-être que c'est pour ça qu'il n'a jamais noté comment il avait construit la machine, ou pourquoi il l'a détruite. Beaucoup des tâches sont réparties entre différentes équipes. Cela signifie que les responsabilités que j'ai mentionnées, celles qui font partie de ma rotation, peuvent apparaître très rarement, voire jamais, pour d'autres escouades. On ne sait pas vraiment comment les critères sont établis. Peut-être un système interne basé sur le niveau de menace ou sur la compétence collective du groupe. Dieu seul sait quel genre de démons les autres doivent affronter, mais j'ose espérer que je suis dans une bonne rotation. Cependant, il y a une tâche qui est universelle pour toutes les équipes, le temps de jeu. Dans cette mission, je m'habille en civil avec une apparence de jeune et je conduis jusqu'à une ville appelée Small Haven. Notre établissement est situé loin de toute civilisation, donc cette ville n'en est pas vraiment une. C'est en fait un niveau entier de la prison, élargi pour simuler une ville dynamique et fonctionnelle avec un ciel artificiel réaliste. Tous les habitants sont des acteurs, ils jouent leur rôle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans jamais sortir de leur personnage. Tout ça pour un seul prisonnier, une enfant. Elle vit avec une famille, qui bien que ce soit des acteurs, sont ses véritables parents biologiques. Dans l'ensemble, elle mène une vie parfaite. Elle va à l'école, joue avec ses amis, rend visite à des membres de sa famille élargie, qui, eux aussi, ont été déplacés dans cette fausse ville. La raison de sa détention est simple. Si elle se met en colère, elle explose. Et ce n'est pas une exagération. Elle renferme en elle assez d'énergie pour raser des pays entiers, au pluriel. C'est une explosion trop puissante pour être contenue ou isolée, mais si elle était déclenchée à distance, en plein milieu du plus grand océan, les tsunamis ravageraient plusieurs continents dans toutes les directions.
On ne peut même pas la faire sortir de l'atmosphère terrestre. Le stress accumulé suffirait à la faire exploser avant même d'avoir quitté la stratosphère. Alors, elle est bloquée ici, sous le prétexte d'avoir déménagé dans une jolie petite ville pour commencer une nouvelle vie. Des plans de contingence ont été mis en place pour s'assurer qu'elle ne quitte jamais les limites de la ville. Les bords extérieurs de Small Haven sont composés d'usines désaffectées ou de ghettos délabrés. Tout est conçu psychologiquement pour qu'elle ne veuille pas y aller, même si désaffecté n'est sans doute pas le bon terme, vu le nombre de tireurs d'élite postés en permanence armés de tranquillisants longue portée. Même les habitants des ghettos sont en réalité des miliciens formés à l'apparence effrayante, destinés à la dissuader d'errer hors des limites, le tout truffé de plans de secours. Un jour, elle a failli s'approcher trop près de la frontière extérieure, alors qu'aucun agent ne l'accompagnait. Il a été confirmé qu'elle ne tentait pas de fuir, mais la procédure de sécurité a été déclenchée. Elle a été rapidement endormie, et quand ses parents l'ont retrouvée, ils lui ont dit qu'elle s'était endormie après avoir trop marché. Heureusement, elle les a crus, et depuis il n'y a eu aucun incident. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe réellement, et quand j'ai été assigné à la mission temps de jeu, c'était à moi de m'assurer que ça reste ainsi. Comment cette tâche fonctionne est un peu complexe, vu à quel point la ville est coupée du reste du monde. Faire circuler les informations vers et depuis Smallhaven est difficile. De temps en temps, un garde doit jouer un rôle dans la ville pour faire un rapport. Parfois, on se fait passer pour un conseiller scolaire venu de l'extérieur pour évaluer les élèves. Parfois, on joue le rôle d'un voyageur coincé quelques jours à cause de sa voiture. Voir de nouveaux visages aide à maintenir l'illusion que la ville est réelle et qu'elle n'est pas isolée du monde. Mais ma mission, elle, était différente. C'était le premier séjour de longue durée jamais organisé et j'ai eu la chance d'être choisi. Même si je travaille dans une installation où les gardes sont physiquement éprouvés chaque jour, où certains sont couverts de cicatrices horribles, j'ai moi été relativement épargné. Je fais le strict minimum et je m'en sors. J'imagine que c'est à cause de ça. J'ai une sacrée tête de bébé. Ce n'est jamais vraiment un problème. Mais ici, ils l'ont clairement remarqué et ça a déterminé ma mission. J'ai été envoyé là-bas comme nouvel élève au lycée pour terminer la fin de l'année scolaire. On m'a donné un programme strict, me raser régulièrement, m'assurer d'avoir l'air crédible, car seul, je pourrais passer pour un peu plus vieux. Mais parmi les élèves, je me fondais suffisamment dans la masse. Les départements scolaires étaient mélangés de l'école primaire au lycée, en sections bien définies. Donc, même si nous étions dans des classes très différentes, je pouvais observer la détenue à l'occasion, en cours. On m'avait précisé que je ne devais pas participer aux leçons, sauf si elle me regardait, ce qui n'est jamais arrivé. J'ai donc utilisé ce temps pour prendre des notes détaillées sur tout ce que j'observais. J'ai appris qu'elle s'appelait Emily, qu'elle se débrouillait plutôt bien à l'école. Mais un événement était prévu, et comme j'étais nouveau en ville, les parents d'Emily m'ont invité à dîner, pour entretenir l'illusion d'une ville accueillante. J'étais accompagné d'une actrice jouant le rôle de ma mère. Je lui ai remis l'enveloppe contenant notre scénario. Nous l'avons étudié ensemble pendant des heures pour que tout colle parfaitement. Elle jouait une mère célibataire. J'avais vécu avec mon père pendant la majorité de ma vie, mais j'avais décidé de renouer avec ma mère et de vivre un peu de temps avec elle. Une histoire crédible et assez banale pour qu'on n'y trouve pas de faille. Nous avons répété chaque ligne, ajouté des détails pour pouvoir nous accorder si les questions imprévues surgissaient. Le repas s'est bien passé. Sous couvert d'une rencontre conviviale, nous avons pu observer leur dynamique familiale dans un contexte public. J'ai noté à quel point tout semblait stable. Mais à la surprise des parents d'Emily, ma mère les a invités à prendre un verre dans une autre pièce, une activité réservée aux adultes. Ce qui a laissé Emily et moi seuls. Enfin, seuls. C'était la première fois qu'on pouvait l'observer sans que les parents ne soient là. C'est une chose que nous avions toujours eu du mal à organiser, car laisser une enfant seule avec un inconnu adulte n'était jamais facile. Mais comme j'étais perçu comme un jeune moi aussi, j'avais pour mission d'extraire toute information utile durant cette fenêtre de temps précieuse. La conversation a commencé lentement. On a repris les classiques, mais cette fois d'une façon plus personnelle. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait vraiment de sa vie ici, de l'école et de ses parents.
Et elle s'est ouverte, bien plus qu'à table. Et tout était plutôt positif. Le projet Small Haven fonctionnait encore parfaitement. Mais au bout d'un moment, Emily s'est tue. Un long silence, son regard perdu dans la contemplation. Plutôt que de forcer, j'ai laissé le silence s'installer. J'ai laissé les codes sociaux faire leur travail, l'inviter à continuer d'elle-même. Et elle l'a fait. Mais pas du tout comme je l'avais imaginé. Au lieu de poser une question ou de faire une remarque banale, elle a balancé quelque chose qui m'a frappé en pleine figure. « Je sais que tout ça n'est pas réel », a-t-elle dit simplement. Si j'avais eu un verre en main, je l'aurais recraché. « Hein ? Qu'est-ce que tu veux dire ?» Jusqu'ici, j'étais resté parfaitement calme, maître de la situation, suivant mes instructions à la lettre. Mais là, on sortait totalement du script. Alors, paniqué, j'ai lancé une question, en espérant recentrer la conversation. « C'est une simulation, non ? Cette ville, tout ça, c'est un décor. » Je me suis figé. Mon premier réflexe a été de vouloir la faire douter, de la faire passer pour folle, de tout nier. Mais elle avait complètement raison. Un déclic s'est produit dans ma tête. Si j'essayais de la contredire, elle pourrait se braquer, et ce malaise pourrait devenir de la frustration, et cette frustration pourrait devenir de la colère. Et ça, on m'avait répété encore et encore que je ne devais jamais le provoquer. Alors au lieu de nier, j'ai posé une question. « Pourquoi tu crois ça ?» « Je sens qu'il y a quelque chose en moi, quelque chose que je ne comprends pas, que personne ne comprend. » Un frisson m'a parcouru la colonne. Elle ne devait jamais savoir pour sa condition. Les théories disaient que le simple fait d'en prendre conscience pourrait la faire exploser, comme devoir penser consciemment à chaque respiration. Elle a continué malgré mon silence. « Je sais que tout le monde joue un rôle, qu'ils font semblant d'être des habitants de cette ville, même mes parents. Ce sont mes parents, je le sais, mais ils jouent un rôle. Tout le monde le fait. » C'était dangereux. Et à chaque mot qu'elle prononçait, la situation empirait. Elle savait trop de choses, et dans sa voix il n'y avait aucun doute, aucune hésitation. On ne pouvait pas revenir en arrière, alors plutôt que de nier, j'ai cherché la réponse que je voulais vraiment entendre. « Comment tu sais tout ça ?» Ce n'était pas un piège, pas une tentative de retourner la situation. Je devais savoir. Est-ce que quelqu'un lui avait parlé ? S'était-elle échappée sans qu'on le sache ? Cette information était cruciale. Ce qu'il y a en moi, cette énergie, elle a changé. Au début, j'entendais un bourdonnement. Mes parents croyaient que j'étais malade. Ils m'ont retiré de l'école pendant un moment. Mais ensuite, le bourdonnement s'est transformé en mots. Sauf que il ne venait pas de la bouche des gens, il venait de leur tête. Mon cœur s'est arrêté. Tous les espoirs de reprendre le contrôle de cette conversation se sont envolés. Elle lisait dans les pensées. Comme si la situation n'était pas déjà assez effrayante. Je voulais lui poser 1000 questions, mais mon esprit était dans un chaos total. Je ne savais même pas par où commencer. Mais elle a deviné tout ce que je pensais. Bien sûr qu'elle l'avait deviné. Et elle a répondu avant même que je puisse dire un mot. « T'en fais pas. Ça me dérange pas. » J'ai toussé pour me reprendre. « Comment ça ? Comment ça ne te dérange pas ?» J'avais besoin de l'entendre. « Cette vie ne me dérange pas. Mes parents sont ici, ma famille est ici. Ils m'aiment. Je le sais, ça au moins ce n'est pas un mensonge. Ils font tout ça pour me protéger, alors ça ne me dérange pas, » a-t-elle dit, d'un ton calme, presque résigné. Je me suis détendu. Elle avait tout accepté. Et maintenant que tout était sur la table, on a juste discuté, comme deux êtres humains. Quelque chose qu'elle n'avait sans doute pas connu depuis très longtemps. Juste avant que ses parents ne reviennent, elle m'a demandé de ne rien dire à personne sur cette conversation. Et bien entendu, j'ai accepté. De toute façon, elle saurait si je mentais. Depuis, je suis devenu le premier volontaire récurrent pour les missions de temps de jeu. L'histoire a évolué. J'ai renoué avec ma mère et je vis en garde partagée. Mon actrice de mère est désormais une amie proche des parents d'Emily, ce qui nous donne une excuse pour leur rendre visite à chaque fois que je viens en ville. Emily et moi avons tissé un lien.
un lien précieux pour la prison. Le temps de jeu m'offre un répit face au chaos quotidien de la prison, mais je reste toujours occupé. Dernièrement, j'ai été affecté à la tâche de ravitaillement. Le prisonnier, l'homme dans le couloir. Sa cellule est simple, aucune structure spéciale n'est visible pour le retenir, du moins pas à première vue. Malgré son étrangeté, il ne quitte jamais sa cellule, même si parfois on peut venir à en douter. Aucun membre de mon équipe ne l'a jamais vu complètement. Chaque fois que nous visitions sa cellule, il y avait un nouveau trou, parfois dans le mur, parfois au plafond, parfois au sol. L'emplacement était toujours aléatoire. Et ce, peu importe ce qui devrait logiquement se trouver de l'autre côté. À côté de sa cellule se trouve une salle vide. Au-dessus et en dessous, d'autres niveaux du complexe. Mais les pièces adjacentes, elles, restent parfaitement intactes. Les trous, eux, semblent presque cartoonesques. Des débris s'entassent autour des bords, sont comme effilochés de manière exagérée. Mais l'intérieur du trou, lui, est anormal. Profondément noir. Aucune lumière ne semble pouvoir y pénétrer. Et quand il parle, sa voix résonne comme si elle provenait d'un gouffre sans fin, plus profond que ceux qui devraient être physiquement possibles. Ce sont plus des portails dimensionnels que de simples trous, et chaque fois qu'un nouveau apparaît, l'ancien a disparu. Pas même une éraflure ne reste. La seule certitude que nous avons qu'il est encore là, c'est sa voix. Il nous parle quand on lui apporte sa nourriture, mais les consignes sont claires. On la laisse au sol et on s'en va. Des études ont été menées pour comprendre ce que sont réellement ces trous. Des objets, des caméras, même des humains ont été envoyés à l'intérieur. Mais rien ne revient, jamais. S'ils sont reliés à une corde de sécurité, elle est tranchée nette à l'entrée et perdue pour toujours. Pour l'instant, il s'agit donc uniquement d'un travail de gestion et d'observation. Une fois, on a cru qu'il s'était échappé. Une inspection de routine devait avoir lieu avec livraison de repas. Mais cette fois-là, il n'y avait aucun trou. L'alerte a été donnée et une équipe de secours était en route. Mais le garde, seul, a entendu des rires étouffés venant de derrière lui. Il s'est retourné et a vu la serrure de la porte se déformer, ses bords comme frangés, comme un tout petit trou. Des petits rires s'échappaient de cette minuscule obscurité. Dieu seul sait comment les équipes extérieures parviennent à gérer ces individus hors de tout cadre. Ils sont soit d'une élite hyper entraînée, soit bardés de technologies capables de raser une civilisation entière. Quoi qu'il en soit, ils obtiennent les résultats. Mais il y a un prisonnier qui fait exception. Frank. Car, au lieu d'avoir été capturé, Frank s'est rendu de lui-même. On ignore toujours d'où il vient réellement. Chaque fois qu'on lui pose la question, il donne une réponse différente, toujours sur un ton sarcastique. Les théories abondent. Certaines sont basiques, origine extraterrestre, mutation génétique rare, lui conférant des pouvoirs divins. La plus intrigante à mes yeux est qu'il vient d'une dimension supérieure, une 4e, voire une 5e. Quoi qu'il en soit, ce qu'il peut faire dépasse l'entendement. Téléportation, vol, combustion spontanée, si vous pouvez le nommer, il peut probablement le faire. C'est pour cela qu'il est logé dans une cellule, mais rien ne peut vraiment le retenir. Croyez-moi, on a tout essayé. Alors, il erre dans le complexe, à la recherche de quelque chose à faire. Un jour, un garde a pris le dernier donut. Sans le savoir, Frank avait décidé qu'il le voulait. Maintenant. S'il avait demandé, le garde lui aurait probablement donné, mais Frank n'est pas passé par la case conversation. Il est allé droit à la vengeance, et il a transformé la tête du garde en fleur, plus exactement, en rose. C'est comme ça qu'on a découvert que vivre avec une tête de rose est mortel, même si techniquement on n'a qu'un seul cas documenté. L'examen médical a révélé que ce n'était pas une simple substitution. Les racines de la rose étaient parfaitement fusionnées avec les veines et les artères du cou. Elles descendaient même dans le reste du corps. Alors, pourquoi Frank s'est-il rendu? Sa réponse est la seule chose qu'il ait dite, que je crois. Il s'ennuyait. Et franchement, quoi de plus amusant pour lui que de foutre le bordel dans l'endroit le plus secret et le plus dangereux de la planète? Pour lui, cet endroit est un terrain de jeu, et nous sommes ses jouets. Au début, Frank était ingérable. Ses farces causaient souvent des morts.
Quand un prisonnier l'intriguait, il le libérait juste pour voir ce qu'il ferait. Il perturbait nos procédures, juste pour voir nos réactions. Une fois, il a inversé la gravité dans tout le complexe, juste pour voir ce qui se passerait. Je ne sais même pas qui a eu l'idée de la solution, mais cette personne mérite le meilleur dans la vie. Ce qu'on a fait, on l'a embauché, comme garde. Alors non, pas garde au sens hiérarchique, mais on lui a donné un uniforme, un titre et une liste de tâches. Des tâches totalement fictives, des trucs inutiles, genre changer le fluide de clignotant. Et à chaque fois qu'il termine une tâche, on le couvre d'éloges. On a découvert que flatter son ego et lui donner un sentiment d'importance suffisait à le garder occupé. Il est toujours élu employé du mois, même si ce titre n'existe pas vraiment ici. Il a même un bureau, avec une plaque dorée sur la porte. Je suis presque sûr qu'il n'y va jamais. Et chaque mois, on lui donne un gros chèque, avec une prime. Il est toujours content. Il parle de gâter sa famille pendant ses congés. Mais il n'a pas de famille, ici. Et à tout moment, d'un simple claquement de doigts, il pourrait transformer ce complexe en bloc d'or massif. L'argent ne lui sert à rien. Il n'y a même pas de magasin, ici. Mais la comédie fonctionne. Alors, personne n'ose faire éclater la bulle. Et ça nous a sauvés parfois. Il y a certains gardes qui l'apprécient particulièrement. À un moment, il s'est mis à se comporter comme un personnage de sitcom, et il a désigné quelques gardes au hasard pour être ses personnages secondaires. L'amitié était à sens unique, évidemment, mais avec assez d'improvisation, il était satisfait. Un jour, l'un de ses gardes secondaires a eu un problème. Il s'est blessé pendant la capture d'un prisonnier. Le prisonnier allait s'échapper, un moment où d'habitude, on meurt. Mais Frank est arrivé et a réglé la situation en un instant. À l'heure actuelle, il ne pose plus de problème. Mais j'ai peur qu'un jour il ne se lasse de son rôle et qu'il revienne à ses anciennes habitudes de chaos, ou pire. Beaucoup de prisonniers me terrifient. En fait, dire cela est presque un euphémisme. Chaque jour, nos vies sont en jeu pour les tâches les plus insignifiantes. Mais il y a un prisonnier qui ne me fait pas peur. Il m'inquiète. Quand un prisonnier meurt ici, ce qu'on perd, ce sont des découvertes potentielles. Ils sont enfermés à la fois pour protéger le monde et pour qu'on puisse les étudier, dans l'intérêt du progrès. Mais il y a un détenu ici dont la mort ou même l'incapacité pourrait signifier la fin du monde tel que nous le connaissons. Le tout premier prisonnier. Je ne vous ai pas dit toute la vérité. Ce n'était pas exactement un mensonge, mais plutôt un mensonge par omission. Quand je parle du bâtiment, je l'appelle une installation. Mais en réalité, ce bâtiment lui-même est une anomalie. C'est grâce à lui que tout ce projet est possible. Un bâtiment semi-conscient, totalement autonome. À l'origine, c'était une petite structure, mais ses propriétés anormales ont été découvertes très vite. À chaque fois qu'on le développe, qu'on ajoute une pièce, elle s'intègre consciemment aux autres. C'est comme si chaque pièce se connectait aux autres d'une manière vivante, consciente. Si on veut construire une cellule, il faut l'ériger avec cette intention. Même avec des matériaux simples, la pièce s'adapte à la fonction qu'on souhaite lui donner. Elle devient ce qu'on désire qu'elle soit. C'est difficile à comprendre, et je ne saisis pas tout moi-même. Je paraphrase en me basant sur les bribes de jargon technique qu'on m'a données, mais c'est ainsi que je le conçois. Le cœur de cette structure, si on peut l'appeler ainsi, alimente toute l'installation. Il génère bien plus d'énergie qu'il n'en faut pour alimenter les cellules de confinement et tous les innombrables projets expérimentaux qui s'y déroulent. Tout cela a été gardé secret. Même nous, on ne le savait pas. Jusqu'à ce que les problèmes commencent. Récemment, le béton s'effrite dans les zones les plus reculées du bâtiment. Les portes de cellules ne se ferment plus aussi hermétiquement qu'avant. Heureusement, les prisonniers ne semblent pas encore avoir réalisé à quel point le bâtiment est sous tension. Mais avec suffisamment de force, une évasion devient possible. On a mis en place des contre-mesures, mais elles reposent sur l'intervention humaine. Et ça introduit un facteur d'erreur non négligeable. Chaque fois que j'observe la dégradation, c'est toujours dans les niveaux les plus bas du complexe, ou dans les zones les plus éloignées d'un étage. J'ai une théorie à ce sujet. Le bâtiment est en surcharge. Il est gonflé au-delà de ses capacités.
On n'arrête pas de lui ajouter des étages, des salles, des fonctions, et cette structure anormale commence enfin à faiblir. Mais on ne peut pas s'arrêter. Chaque jour, de nouveaux prisonniers arrivent, capturés par l'équipe extérieure, des menaces qu'on ne peut laisser en liberté dans le monde. Et il faut les contenir. Et c'est le seul endroit qui en est capable. La prison a commencé avec une seule anomalie, un seul prisonnier. Mais le jour où son temps viendra à son terme, cela pourrait tout faire s'écrouler. Et quand tout ce qu'on a collecté se libérera, ça sera la fin.